Les députés s'impliquent dans le contrôle et la gestion des deniers publics. Ils ont voté ce matin une loi dans ce sens. Les élus du peuple ont également installé les membres de la commission ad hoc d'examen des demandes de levée de l'immunité parlementaire. Préparatifs des élections de juillet, la CENI et la DGE sont dans la dynamique. L'une assure que l'impression des listes électorales débutera bientôt et l'autre poursuit la mise en place de ces démembrements à l'intérieur et à l'extérieur du pays. De la mission a apporté l'engagement de l'Union africaine dans la sécurisation des élections. Au moment où tout se met en place pour l'échéance électorale à Tombouctou, l'administration peine à se mettre en place à part le c'est d'assurer le minimum de travail. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal en ce jeudi 9 mai. Le président de la République par intérim quitte Bamako demain pour N'Djamena au Tchad. Il prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, du comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel et de l'autorité du bassin du Niger. À l'occasion de ce déplacement du professeur Diankouna Traoré pour N'Djamena, le protocole de la République invite à l'aéroport international Bamako Sénou demain vendredi 10 mai les membres de la délégation présidentielle à 11h, les membres des corps constitués désignés à 11h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 12h. Place de la République. Les députés ont adopté ce matin 3 projets de loi, dont celui relatif au code de transparence dans la gestion des finances publiques. Auparavant, les membres de la commission ad hoc d'examen des demandes de levée de l'immunité parlementaire Cette commission a examiné les demandes de levée d'immunité. Au bout de ce processus, les intéressés seront soit mis à la disposition et installés contre avec à tête Maître Kassi. Commission. En premier rapport. Les députés ont opté à l'élément de 2010. Source souligne ici de plus de 113 milliards de francs compte du budget de 2010, le non-recouvrement de près de 22 milliards de francs CFA. Sur ce point précis, il a été recommandé au gouvernement de réaliser un audit sur la somme en question. Il n'y a pas eu de débat sur le projet de loi relatif au code de transparence dans la gestion des finances publiques. À l'unanimité, les députés l'ont adopté. Principale explication, la clarté, la concision et l'importance du texte. L'adoption de ce projet de loi est qualifiée ici d'avance notoire en matière de bonne gestion des deniers publics. Enfin, la représentation nationale autorise le gouvernement à ratifier les actes révisés de l'Union panafricaine des postes. Le projet de loi initié dans ce sens a été adopté à l'unanimité, ce qui permet au Mali de continuer à bénéficier de l'appui de l'Union dans le domaine postal. L'Union panafricaine des postes basée à Arusha en Tanzanie a vu le jour en 1980. L'organisation regroupe 43 pays dont le nôtre. Quant au projet de loi portant réglementation du secteur postal, il a été renvoyé à la prochaine plénière de l'Assemblée nationale pour complément d'information. Les députés concernés par la levée d'immunité parlementaire sont Amada Ag Bibi, Algabas Ag Intala, Deiti Ag Sidimou, Mohamed Assalé, Maître Muntagatal, Mahamadou Awa Gassama et Moussa Berti. Plus de 3 milliards 454 millions de francs CFA, c'est le montant que la Suède met à la disposition du Mali pour soutenir le processus électoral. La cérémonie de signature s'est déroulée ce matin entre l'ambassadeur de la Suède et le coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali. C'était en présence du ministre en charge de l'administration territoriale. Reportage Adama Kodio. La Suède concrétise sa volonté d'accompagner le Mali dans le processus électoral. Elle vient de mettre à la disposition de notre pays une enveloppe de plus de 3 milliards 454 900 000 francs CFA. Le montant va contribuer à l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles au Mali. Assurer à tous les groupes politiques et à tous les citoyens qu'ils ont des chances égales d'accès au pouvoir et de jouir de leur droit d'exprimer librement leur suffrage est un impératif majeur dans une démocratie et d'autant plus dans le processus politique actuel de sortie de crise.
Les élections marquent une étape cruciale pour le retour à un régime légitime et le renouveau de la démocratie malienne. À cet égard, le projet d'appui au processus électoral au Mali participera non seulement au renforcement des institutions et des organes en charge de l'organisation des élections, mais aussi des organisations de la société civile, les partis politiques et des médias. Le geste de Stockholm à l'endroit du Mali a été salué par le coordinateur résident du système des Nations Unies et les autorités du pays. À la suite de l'Union européenne, du Luxembourg, c'est le tour aujourd'hui de la Suède. Et nous avons la certitude que d'autres partenaires et amis du Mali vont suivre ce même geste. Je voudrais encore une fois vous retirer que le processus électoral que nous organisons actuellement est bien parti et que nous atteindrons les objectifs d'organisation de l'élection présidentielle au mois de juillet prochain. Nous travaillons au quotidien pour atteindre cet objectif afin d'offrir de bonnes élections à tous les peuples maliens. Le ministre Coulibaly a magnifié les relations qui existent entre la Suède et le Mali d'une part et le système des Nations Unies et notre pays d'autre part. Je vous le disais en titre, la CENI et la DGE sont dans la dynamique de respect du calendrier de l'élection présidentielle fixé pour le mois de juillet prochain. Les responsables des deux structures l'ont dit au chef de la MISMA qui a effectué ce matin une visite dans leurs locaux. À la DGE, l'on assure que l'impression des listes électorales débutera bientôt. Quant à la CENI, elle poursuit la mise en place de ses démembrements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'Union africaine, par la voix de Pierre Bouyoya, promet de s'investir pour la sécurisation des élections. Mohamed Diarra. La délégation générale aux élections est bien avancée dans la mise en exécution de son plan d'action pour l'élection présidentielle de juillet prochain. L'exposé fait par le délégué général aux élections a permis à la délégation de la MISMA de bien s'imprégner du processus électoral en cours. Une rencontre avec la Commission électorale nationale indépendante pour valider définitivement les modèles de documents qui doivent être imprimés pour l'établissement des listes électorales définitives dans les commissions. Dès que la fin de cette rencontre, nous allons commencer l'impression des listes des électeurs potentiels qui seront affichés dans les villages, dans les quartiers et dans les fractions nomades, et également les tableaux de validation qui seront mis à la disposition des commissions administratives pour l'établissement des listes électorales biométriques 2013. À la Commission électorale nationale indépendante, la délégation a eu une séance de travail avec les membres de la CENI. Ici, les démembrements sont en train d'être mis en place à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Les 25 000 délégués seront bientôt recrutés et formés pour être déployés dans les bureaux de vote. À la CENI, on est bel et bien dans la dynamique de la tenue de l'élection présidentielle en juillet prochain. Toutefois, le président de la CENI a soulevé des préoccupations relatives au calendrier électoral et à la production de la carte NINA. La production de la carte NINA est une tâche à confier au ministère de l'administration territoriale qui est chargé de l'organisation matérielle des élections. C'est le ministère qui a organisé le recensement administratif à vocation à l'état civil et les cartes NINA vont être faites sur la base de ce recensement. Donc on va avoir un fichier biométrique qui tient compte des données biométriques de l'électeur, qui garantissent un peu la sécurité des élections. L'accompagnement de l'Union africaine ne fera pas défaut, rassure Pierre Bouyoya. Nous sommes déjà en discussion avec les forces de défense et de sécurité maliennes pour voir comment la MISMA pourrait les épauler dans la sécurisation des élections. Je crois qu'un plan à cet effet va être élaboré. Et notamment la nouvelle résolution des Nations Unies a indiqué qu'un des rôles importants de la MISMA, c'est contribuer à la sécurisation des élections. Alors, l'envoi des observateurs, c'est notre rôle traditionnel. À la DGE, tout comme à la CENI, les échanges ont porté sur la collaboration entre les différentes structures impliquées dans la gestion des élections. Une collaboration jugée bonne à travers le cas de concertation qui existe entre la DGE, la CENI et le ministère de l'administration territoriale. Les réflexions doivent tout de même être approfondies sur l'enrôlement de ceux qui ont atteint l'âge de voter.
Comment faire participer les réfugiés maliens aux échéances électorales de juillet? C'est à cette question que souhaitaient répondre les agents du ministère en charge de l'administration territoriale, de la délégation générale aux élections et de la commission électorale nationale indépendante. Pour ce faire, ils se sont rendus au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie. Pour plus de détails, écoutons Amadou Bili Soussoko, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale. Il est au micro de Adama Kodjo et Gaoussou Touré. À la suite des entretiens que nous avons eus avec les autorités de ces différents pays chargés de la gestion des réfugiés, on peut dire qu'on peut organiser le processus à l'intention des réfugiés maliens qui résident dans ces différents pays. Que ce soit à Niamey, à Ouagadougou ou à Nouakchott, nous avons l'accord formel des pays d'accueil. Et cela grâce aussi au travail remarquable qui a été fait par les représentations diplomatiques du Mali dans ces différents pays. La stratégie va s'articuler autour d'un certain nombre de points. Il y a d'abord un recensement qu'il va falloir faire, parce que la plupart de ces réfugiés, comme nous l'avons dit au départ, sont pratiquement dans la base de données de RAVEC. Il s'agit de recenser, de faire un croisement avec la liste RAVEC, savoir qui est parti de où est-ce qu'il réside. Ensuite, la stratégie va concerner l'établissement des listes électorales, la distribution des cartes NINA et comme pour les électeurs à l'intérieur du pays. Le gouvernement du Mali tente de réunir toutes les conditions favorables à la participation des réfugiés au processus électoral. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous laisse croire que les réfugiés sont prêts à participer au processus électoral, comme je l'ai dit, au même titre que leurs compatriotes de l'intérieur. Nous restons à l'extérieur du pays dans le cadre des missions d'élaboration du recueil 2013 qui recense les problèmes des Maliens. Le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, a rencontré les Maliens de Côte d'Ivoire. Parmi les préoccupations majeures, l'inscription des étudiants maliens nés en Côte d'Ivoire et les différents fonciers avec les populations locales. Le compte-rendu de la rencontre avec Boubacar Sissoko. Les Maliens de Côte d'Ivoire n'ont rien laissé au hasard pour exprimer leurs préoccupations majeures au président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Jamil Bitar. Lors de leur rencontre, les échanges ont été fructueux et francs. Cela dénote de l'entente et de la bonne organisation qui règne au sein du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Il s'agit dans un premier temps des étudiants maliens nés en Côte d'Ivoire qui ont des difficultés à s'inscrire à l'université de Côte d'Ivoire et dans les grandes écoles. Le trafic d'enfants persiste en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le problème des agriculteurs dans le milieu rural. Il y a les éleveurs, les pêcheurs également. Ces difficultés énumérées figureront en bonne place dans le recueil 2013 du Conseil économique, social et culturel du Mali, promet Jamil Bitar. Le recensement au niveau du RAVEC, qui est aujourd'hui une priorité pour ceux qui, en réalité, n'ont pas pu se faire recenser et qui souhaiteraient participer aux échanges à venir. Et ceux qui ont vécu, malheureusement, les événements douloureux, qui pensent aujourd'hui que les autorités ivoiriennes et les autorités du Mali devraient conjuguer des efforts à les remettre un peu en selle. Et c'est des doléances qui sont légitimes. Le retour des Maliens de l'extérieur au bercail est à encourager car le Mali est en chantier, a estimé le président Bitar. Les Maliens de la diaspora, nous pensons qu'ils ont accumulé certainement beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise qui pourront être bénéfiques pour ceux qui sont restés au pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tieman Hubert Koulibaly, a quitté Bamako ce jeudi 9 mai pour Abidjan, Ouagadougou, Djeddah et Bruxelles. Dans les capitales ivoiriennes et burkinabé, le ministre effectuera une visite d'amitié et de travail. À Djeddah, siège de l'Organisation de la coopération islamique, le ministre prendra part aux travaux de la réunion du groupe de contact de la dite organisation sur le Mali prévue pour le 13 mai prochain. Et enfin, à Bruxelles, siège de l'Union européenne, Tieman Hubert Koulibaly prendra part le 15 mai à la conférence internationale des donateurs pour le développement au Mali.
Retour à l'actualité nationale. La lutte contre le VIH-Sida dans le contexte sociopolitique actuel du Mali. Il en a été question entre les acteurs du programme national de lutte contre la maladie et leurs partenaires aujourd'hui. Ils ont, entre autres, analysé les enjeux et dégagé des perspectives pour minimiser les effets collatéraux de la crise. Moussokora Konati. 16 millions de Maliens, vous avez 100 000 personnes qui sont infectées. Notre responsabilité, c'est de soigner ceux qui ont la maladie et de prévenir, de protéger les 15 900 000 qui n'ont pas la maladie. Suivre les personnes infectées et stopper la propagation du VIH et du sida, telle est la mission du Haut Conseil national de lutte contre le VIH et le sida. Pour y arriver, les acteurs du programme national de lutte contre le VIH et le sida et leurs partenaires se sont réunis une fois encore pour faire non seulement le bilan du programme régulier, mais aussi et surtout échanger sur la crise du Nord et la crise de l'or qui constituent aujourd'hui des facteurs de propagation du VIH et du sida. Le conflit que le Mali connaît actuellement, avec toutes les violations des droits humains là-bas. Et le Mali est le troisième pays producteur d'or, après l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali vient. Si nous ne prenons pas les dispositions pour régler ceci, alors dans quelques années, nous risquons d'avoir la surprise d'avoir des taux très élevés. Il faut qu'on y veille. Il faut qu'on prenne les dispositions. Et nous avons fait des projets d'urgence pour que cela soit intégré dans le plan de mobilisation des ressources lors de la conférence de Bruxelles qui va se tenir le 15 mai prochain. Le Haut Conseil national de lutte contre le VIH et le sida a été créé en 2001 et révisé en 2004 pour tenir compte de la multifonctionnalité du programme. Un séminaire de recadrage se tient à Koulouba depuis ce matin, organisé par la commission Dialogue et Réconciliation. Cette session permettra aux commissaires de s'approprier de tous les textes qui déterminent les missions assignées à la dite commission. Le secrétaire général de la présidence, Ousmane Sy, était le principal conférencier. Reportage de Garibou Pérou. S'interroger sur le passé du Mali, regretter la situation actuelle et bâtir un avenir meilleur, voilà les tâches qui attendent tous les membres de la commission Dialogue et Réconciliation. Pour obtenir les résultats escomptés, la commission s'est veut un outil de recadrage bien précis. Le président de la commission a voulu organiser ça pour qu'on ait un début de discussion avec les commissaires, pour qu'on partage un peu nos vues. Qui comprennent bien l'esprit de leur mission et qui s'installent dans cette mission. Comment on peut installer la commission, non pas sur les questions des textes, mais l'esprit. Quel est l'esprit aujourd'hui qui est derrière la commission? Quelles sont les attentes de ce pays par rapport à cette commission? L'appropriation des textes relatifs à la cohésion sociale va faciliter le travail des commissaires. En tant qu'instrument de réconciliation, les commissaires jouent un rôle complexe. Complexe puisqu'il s'agit d'être plus près des populations. La commission a une légitimité aujourd'hui qui s'appuie sur les textes de la République. Les Maliens vont les approprier dans la mesure où les Maliennes et les Maliens sentiront que le travail de la commission est utile aujourd'hui au pays. Donc cette légitimité, il faut qu'ils aillent la chercher sur le terrain en parlant avec l'ensemble des Maliens. À l'issue de cette session, les 33 membres de la commission Dialogue et Réconciliation seront davantage mieux outillés et assez opérationnels. Rattachés à la présidence de la République, ces femmes et ces hommes sont armés de l'esprit de la citoyenneté, de la culture du civisme et du patriotisme. Ils vont mettre à profit notre diversité culturelle pour consolider l'unité nationale. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel a été reçu en audience cet après-midi par le président de la commission Dialogue et Réconciliation. Michel Révérend de Menton était venu échanger avec Mohamed Salia Sorona sur le processus de réconciliation qui est en cours dans notre pays. Il a réitéré le soutien de l'Union européenne pour la réussite de cette mission. Écoutons Michel Révérend de Menton, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. À sa sortie d'audience, il s'est exprimé au micro de Moussa Fani. On est venu voir le président de la commission, bien sûr parce que le dialogue, la réconciliation, c'est la grande priorité pour l'Union européenne, pour toute la communauté internationale, dans le contexte si particulier, si dramatique aussi, que connaît le Mali depuis quelques mois. Je crois que beaucoup d'attention, tous les yeux presque sont tournés vers le travail de cette commission qui se met en place. Nous mesurons pleinement les responsabilités considérables qui sont celles du président de la commission, avec qui nous
nous venons de discuter longuement maintenant, et je suis d'abord venu lui confirmer toute la disponibilité de l'Union européenne, des différents acteurs, des différentes composantes de l'Union européenne, d'être à ses côtés, de soutenir le travail de la Commission. C'est un mandat qui sera long, qui va démarrer très vite, puisqu'il y a beaucoup d'attentes dès maintenant, mais dès maintenant, au fil des mois, au fil des années peut-être, l'Union européenne souhaite vraiment être aux côtés du Mali et aux côtés de la Commission dans ce long processus si important dans la marche vers le retour à l'égalité, le retour à l'état de droit, la normalisation, on pourrait dire aussi, et puis la reconstruction du Mali. Allons à Tombouctou, où l'administration se met en place très difficilement. À part le gouvernorat qui essaie de fonctionner sur place, les agents de l'État sont absents sur le terrain. Cependant, certains départements, à l'image de celui chargé des domaines, s'emploient à mettre leurs représentants sur place dans le minimum de conditions pour reprendre du service. Adama Jimdi. Le retour de l'administration dans les régions jadis occupées est un gage de succès pour la relance des activités économiques et la reprise des services publics. À Tombouctou, les fonctionnaires ne se bousculent pas pour rejoindre leur poste. Le gouverneur de région, le colonel Mamadou Mangara, vient de faire le tour de certaines structures en vue de constater l'état des lieux. Pour être franc, c'est la désolation. Mais qu'à cela ne tienne, je n'ai pas perdu d'espoir. Nous avons entamé le retour, à commencer par le commandement de l'administration. Effectivement, tout le commandement avait rejoint Tombouctou et de façon définitive, et certains services ont emboîté le pas. Qu'à cela ne tienne, certains soldats de l'administration sont déjà sur place à l'image des directions régionales des domaines, du développement social, de l'économie et de l'ORTM. D'autres ont déjà effectué des missions d'évaluation et replié sur Bamako. Bien que l'ensemble des préfets soient à Tombouctou aux côtés du gouverneur, l'administration de façon générale s'installe timidement. D'où cet appel. C'est pourquoi nous donnons le devoir de toucher les directions nationales ou les départements de façon directe pour les demander de donner le minimum à leurs représentants régionaux, de pouvoir faire le constat et de travailler et rendre le service minimum. Ce message patriotique a été saisi par certains départements, tels que celui chargé des domaines. De nos frais de route, les frais d'hôtel, puisque nous avons trouvé que les bâtiments étaient pratiquement inhabitables. Il fallait être logé à l'hôtel. La direction nationale a pris tous ces frais en charge. Le carburant, entretenir le véhicule pour que nous soyons là aujourd'hui. Seul le retour de l'administration peut rassurer les populations et inciter les déplacés à regagner le bercail. Hors de nos frontières, au Tchad, 2 députés ont été inculpés, notamment pour complot et atteinte à l'ordre constitutionnel, mais aussi de complicité d'assassinat et sont sous mandat de dépôt. Cela porte à une dizaine le nombre de personnalités arrêtées au Tchad dans le cadre de la tentative de déstabilisation. Le président tchadien Idriss Déby sort de son silence une semaine après le présumé complot de coup d'État que les autorités assurent avoir déjoué. Plusieurs généraux et députés de l'opposition sont toujours sous les verrous. Idriss Déby revient sur ce serrage de vis et assure qu'il ne s'est pas lancé dans une chasse aux sorcières. Il n'y a pas de coup d'État, il y a une conspiration. Donc soyons sereins. Il faut encore laisser la justice faire son travail. Plusieurs journalistes ont également été arrêtés, dont le directeur de publication du trimensuel Abagarde. Il lui est reproché la diffusion d'articles appelant à la haine et au soulèvement populaire. La presse d'opposition est dans le collimateur du président tchadien. Le gouvernement ne permettra pas à un journal de mettre en mal l'unité nationale, la stabilité, la paix, la cohésion nationale. Ça, c'est sacré. Et cette mission sacrée se poursuit au-delà des frontières tchadiennes. Réfugié au Sénégal depuis 2005, c'est le journaliste et blogueur Mike Nlan Gebla
qui fait les frais de ses critiques contre Idriss Déby. Son intervention sur la radio Sud FM lui a valu une convocation par la justice sénégalaise, qui l'a ensuite expulsé vers la Guinée. Indignation de ses confrères. Je n'ai pas vu une seule phrase ou bien un seul mot politique ou autre qui est susceptible d'être une raison d'interpellation, d'arrestation et aller jusqu'à expulser un citoyen tchadien. Les ONG de défense des droits de l'homme estiment que cette décision fait suite à un accord conclu lors de la visite du ministre de la Justice tchadien, Jean-Bernard Pataré, au Sénégal quelques jours plus tôt. Elles annoncent un recours en justice pour contester cette décision et dénoncent une grave atteinte à la liberté d'opinion. Allons à présent à la rencontre d'une Congolaise installée en Ouganda qui s'est fait une place de choix dans un monde où les hommes dominent. Il s'agit de la mécanique. Elle se nomme Aline de Jésus. Elle est ingénieure mécanicienne et dirige une équipe de 35 employés, tous des hommes. Une chef d'entreprise très appréciée par ses collègues hommes et ses clients. Dans ce garage de Kampala, le patron est une patronne. Aline de Jésus est une Congolaise fière de sa réussite et cela se voit naturellement jusque sur sa voiture. À 33 ans, cette ingénieure mécanicienne gère son équipe de 35 employés avec détermination. Bonjour tout le monde. Désolée d'être arrivée un peu en retard. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Nous avons 1, 2, 3, 4 voitures. Je veux que chacun soit sérieux. Fredo, tu t'occupes de l'autre voiture là-bas. Il y a un problème de transmission et un besoin de révision. Par sa simplicité et son humilité, elle a su gagner la confiance et le respect de tous les mécaniciens, tous des hommes. Avoir une patronne femme, ça me plaît beaucoup parce que je n'avais jamais vu une patronne femme de ma part. J'avais toujours des patrons garçons, mais quand j'ai une patronne femme et qui se débrouille beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Il y a 6 ans, Aline de Jésus débarque à Kampala en mission pour les Nations Unies. À la surprise générale de son entourage, elle décide de quitter un salaire confortable pour travailler dans une entreprise locale. Dès le début de sa carrière, elle ne pensait qu'à ça, lancer son entreprise. Et ses clients sont séduits. Depuis que j'ai découvert ce garage, j'ai confiance en leur service. J'amène toutes mes voitures ici. Aline s'occupe de l'entretien de toutes mes voitures, j'ai confiance en elle. Et qu'on ne s'y trompe pas, une femme peut parfaitement être ingénieure mécanicienne. Ça ne demande pas la force. On ne soulève pas les choses dans nos mains, on utilise la tête. Tout le monde peut le faire. Son garage est une affaire qui marche. Elle vit dans une grande maison avec toute sa famille. Ici, j'ai la piscine. Quelquefois, quand je suis fatiguée, je nage. Mais être chef d'entreprise et mère de 3 enfants et ses inconvénients. Elle nous manque, elle rentre tard du travail le soir. Sa mère lui manque parfois, mais sa fille aînée le dit déjà. Elle sera ingénieure mécanicienne, comme maman. Voilà, la relève est assurée. Après la femme, intéressons-nous à l'enfant. Plus de 200 enfants des parents démunis bénéficient d'une action humanitaire de nutrition à Gao. L'initiative est de Indamali à travers son antenne installée dans la région depuis 2009. Pour près de 20 millions de francs CFA, les enfants bénéficieront entre autres de 3 mois de distribution gratuite de repas et seront sensibilisés sur les dangers des mines non explosées. Reportage de Driss Akoni. Ce sont au total 213 enfants victimes de la crise qui resteront ensemble de mars à mai 2013. Pendant cette période, un repas riche et varié leur sera servi tous les jours. Aussi, des moniteurs qualifiés leur donneront des cours de rattrapage tout en les sensibilisant sur les dangers des engins non explosés. Environ 40 d'entre eux ont perdu un de leurs parents courant 2012, d'où l'urgence de leur prise en charge. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants démunis. Ces mêmes enfants viennent partager le plat ici, un repas sain et équilibré. Ça, c'est l'un des droits que ENDA donne aux enfants. Les autorités de la région dirigées par le conseiller aux affaires administratives et juridiques arrivés sur le site ont été émus par la qualité du repas du jour et l'homogénéité du groupe. Aujourd'hui, ils sont démunis, mais avec ces repas partagés
et suivant une rotation appropriée, avec respect du genre et sans discrimination, parce que vous le voyez, il y a toutes les pigmentations. Il y a les noirs comme il y a les blancs, il y a les filles comme les garçons. Cela me réjouit davantage. Les organisateurs ont pris l'engagement de scolariser tous les enfants en âge de scolarité la rentrée prochaine. Durant les 3 mois du cantonnement, ils sont initiés aux différents jeux de divertissement qui étaient interdits pendant l'occupation. En 5e région, le projet d'aide humanitaire d'urgence aux populations des communes de Soé-Kewa et Koubaye vient d'être lancé dans la ville de Kouakrou, c'est dans le cercle de Djéné. Pour plus de 219 millions de francs CFA, ce projet contribuera à la sécurité alimentaire dans les dites communes d'intervention à travers Cash for Work, argent contre le travail. Aminata Touré nous en parle. À travers ce projet, 1880 ménages vulnérables des communes de Soy, Kewa et Koubaye seront renforcés à travers la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Une famille de 6 personnes est prise comme point de départ et reçoivent environ un montant de 100 000 francs CFA. Les travaux porteront essentiellement sur des aménagements de digues et ponts, des clôtures d'écoles, des aménagements de berges, des aménagements d'étangs piscicoles et du reboisement. À travers ce projet, la commune bénéficiera non seulement les ouvrages, mais aussi l'assurance de la sécurité alimentaire de plus de 700 ménages des populations vulnérables. Pour un coût de plus de 219 millions de francs CFA, le projet permettra de renforcer le pouvoir d'achat des populations, de désenclaver, de protéger les habitations et d'augmenter la productivité. Je vous invite toutes et tous à une appropriation du projet qui va permettre aux ménages bénéficiaires d'avoir des ressources additionnelles et aussi permettre à la commune de réaliser certains ouvrages d'intérêt collectif programmés dans le PDSEC. Pour une durée de 11 mois, le projet Cash for Work dans les communes de Kewa, Soy et Koubaye sera exécuté par l'ONG Indamali et ses partenaires, Caritas Allemagne et le gouvernement allemand à travers son ministère des Affaires étrangères. Les acteurs de la filière pommes de terre du Mali sont en conclave à Sikasso. C'est à la faveur de leur assemblée générale annuelle. Ils vont évaluer la campagne 2012-2013 et jeter les bases pour le moyen terme, à savoir 2013-2015. C'est Kokonati. Initié par le Bureau du groupement interprofessionnel pommes de terre du Mali, en partenariat avec le programme Compétitivité et Diversification agricole PCDA, la présente assemblée qui regroupe producteurs, importateurs d'intrants et de semences et services techniques d'encadrement doit évaluer la campagne 2012-2013 en cours et projeter un moyen terme à travers un plan d'action 2013-2015. La campagne en cours a été entachée de beaucoup de problèmes. Vous savez, avec les changements climatiques, en Europe, il y a eu trop de problèmes d'inondations de part et d'autre. Et ces problèmes d'inondation ont joué sur la qualité des semences qui sont arrivées ici. Donc nous avons déjà eu des difficultés avec la qualité des semences qui sont arrivées au Mali et même dans les autres pays de la sous-région. Les participants venus de toutes les zones de production de pommes de terre du Mali passeront au crible les grandes orientations du plan d'action 2013-2015 avant de donner quitus, une démarche essentielle pour la filière. Il s'agit pour nous d'avoir une démarche qualité, de produire par rapport à des normes retenues internationalement pour que la qualité du produit soit au rendez-vous et que le produit soit compétitif, non seulement pour le marché national du Mali, mais aussi sur le marché sous-régional. La filière pommes de terre constitue également une grande pourvoyeuse d'emplois, avec près de 2500 emplois directs et indirects créés. Je puis vous donner l'assurance que les autorités régionales ne ménageront aucun effort pour soutenir le GPT Mali et joueront toujours leur partition pour un essor continu de la promotion de la pomme de terre. À signaler que la pomme de terre, c'est plus de 10 milliards de chiffre d'affaires avec plus de 50 000 tonnes de production an.
Restons dans l'agriculture. L'exportation de la mangue malienne est passée de près de 3 000 tonnes en 2005 à 24 000 en 2012. Mais cela pourrait ne pas continuer cette année si des mesures ne sont pas prises, car le projet d'appui aux filières agroalimentaires d'exportation ainsi que les 3 autres projets du cadre intégré renforcé du commerce et de l'aide pour le commerce ont été touchés par la crise de 2012. Les membres du comité de pilotage du cadre intégré tentent de trouver des solutions. Ramata Konati. Au programme cadre intégré renforcé du commerce et de l'aide pour le commerce, l'année 2012 a vu la poursuite de 4 projets, dont l'unité de transformation des fruits de Yamfolila et le projet d'appui aux filières agroalimentaires d'exportation. Au regard des résultats, l'avenir de ces projets est à la fois prometteur et contraignant selon les responsables du programme. Malheureusement, nous avons connu le même sort que les autres projets. Nous avons été affectés par le gel des ressources de l'État. En 2005, l'année de démarrage du programme, le Mali a exporté 2915 tonnes. Et si en 2012, on exporte 24 000, vous voyez qu'il y a une nette progression. Des résultats que les membres du comité de pilotage veulent améliorer davantage. C'est pourquoi, en plus du rapport d'activité 2012, ils passent également au peigne fin les orientations 2013 de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré. Parmi ces orientations, la couverture phytosanitaire de 10 000 hectares de manguiers. Le programme cadre intégré renforcé du commerce et de l'aide pour le commerce devra contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'augmentation de l'offre des produits maliens sur les marchés internationaux. C'est un programme initié par 6 organisations internationales, à savoir la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, la Conférence des Nations Unies sur le développement et le commerce, le Centre du commerce international et l'Organisation mondiale du commerce. Autre sujet, l'Institut national de prévoyance sociale a tenu à son siège la 72e session de son conseil d'administration. La session a examiné les états financiers, le rapport de vérification des commissaires aux comptes de l'exercice clos au 30 décembre 2011. La séance d'ouverture était présidée par Siaka Diakité, président du conseil d'administration de l'INPS. Reportage de Mahamadou Doumbia. Après la session budgétaire 2013 de l'Institut et celle de l'assurance maladie obligatoire, cette 72e session du conseil d'administration de l'Institut national de prévoyance sociale avait à son ordre du jour l'examen des états financiers, le rapport d'activité et le rapport de vérification des commissaires aux comptes de l'exercice clos au 30 décembre 2011. On peut dire aujourd'hui avec fierté, à l'analyse des documents, que les résultats obtenus sont éloquents. En effet, pour l'INPS, qui souffle aujourd'hui sa 57e bougie, les états financiers font ressortir un total bilan de 114,350 milliards et un excédent de 13,578 milliards certifiés, réguliers et sincères contre 11,698 milliards, soit un taux de progression de 16,06%. Établissement public à caractère administratif placé sous tutelle du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, les taux de cotisation pour les accidents de travail et les maladies professionnelles varient de 1 à 4% à la charge de l'employeur. La retraite 7%, dont 3,6% à la charge du salarié et 3,4% à la charge de l'employeur. Pour l'invalidité, une allocation de survivants de 2% est à la charge de l'employeur et pour les prestations familiales, un taux de 8%. Le centre de santé de référence de Kati a enregistré des résultats satisfaisants au premier trimestre de l'année 2013. C'est ce qui ressort de la réunion annuelle des acteurs de la santé du district sanitaire de Kati. Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de visiter les nouvelles unités de récupération nutritionnelle intensive du centre de santé de référence de Kati qui ont coûté 34 millions de francs CFA. Reportage de Moussokoura Konate.
Problème technique. Je pense que on va peut-être vous proposer le reportage de Moussoukou Rakonaté dans nos prochaines éditions. Notez tout de même